y a jamais personne qui a mal, il y a jamais personne qui va pas bien, il y a d'ailleurs il y a jamais de capote, bref. Donc on n'apprend pas à gérer les moments où ça foire. Quand tu as rempli 10 fois des douleurs à 8 sur 10, normalement, le médecin, si c'est un bon médecin, il est obligé de se dire, même s'il sait pas ce que c'est, bon, il y a quelque chose. C'est que là, les médecins te disent non, mais bon, ça passe, il faut mettre du lubrifiant. Oh, bah peut-être que votre copain, il est un peu trop bien membré. Mais qu'est-ce que tu règles comme problème en disant des trucs pareils? Aucun. Tu te dis pire. Parce que tu dis, du coup, soit c'est elle qui a un problème, soit c'est son copain, mais il n'y a pas de truc à régler, quoi. Et le rapport à la vulve, c'est de la cacher. Donc du coup on a toujours cette honte, il y a beaucoup de honte intériorisée sur ça, ça pue, c'est pas beau, c'est machin. Donc forcément ça affecte la sexualité quand on a des douleurs et qu'en plus on a cette couche de honte qui se rajoute dessus, bah la sexualité elle en est que encore plus impactée, quoi. Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Hop. Bon, et bonjour Paola, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour présenter Vulvae. Bonjour. Est-ce Avec que plaisir. tu peux du coup te présenter, même toi en général, avant Vulvae et expliquer qu'est-ce que c'est Vulvae et comment t'en es venue à lancer ce projet? Ok, alors donc moi je m'appelle Paola, j'ai travaillé pendant 8 ans dans la communication, les consumer insight puis l'innovation. Et en faisant ce boulot, notamment surtout sur l'innovation, j'ai découvert un petit peu le sujet des femtech il y a quelques années maintenant, je dirais ça fait 4-5 ans que je suis un peu le secteur. Et au départ, je suivais le secteur un peu par intérêt parce que ça m'intéressait de voir comment en fait via la création d'entreprises avec des missions différentes, on pouvait agir pour les femmes, pour améliorer la qualité de vie des femmes et pour aussi réduire les inégalités d'une certaine manière. Et en découvrant tout ça et en m'intéressant à tout ça, au bout d'un moment, je me suis dit faut peut-être que moi aussi je me bouge et que je fasse quelque chose et que je réconcilie un petit peu mon métier, l'innovation et mon engagement féministe. Du coup, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et la première chose que j'ai créée, c'est une association qui s'appelle MedFem Collective. Qui existe depuis maintenant 1 an et demi et qui avait et qui a toujours d'ailleurs pour vocation de parler du sexisme dans le milieu médical et de donner de la visibilité à des sujets de santé desquels on parle assez peu parce que finalement quand il s'agit de corps dits féminins, on s'intéresse assez peu à ce qui se passe et ça c'est dû à la structure des études cliniques qui font qu'en fait on étudie tout de la perspective du mâle et jamais de la femelle. Je dis mâle et femelle parce que les études commencent souvent sur les animaux aussi. Puis ça permet de parler de sexe un peu de manière... Parce que même sur les animaux, du coup, désolée, déjà première petite digression. Même sur les animaux, du coup, on teste principalement sur les animaux mâles, en fait. Ouais, en fait, toutes les premières étapes d'études cliniques, notamment quand on teste des médicaments, on les fait principalement sur des animaux mâles parce que il y a pas de cycle. Et c'est un peu la même la même raison qui explique comment on choisit les personnes dans les études cliniques. C'est chez la femme, chez la femelle, il y a un cycle qui va du coup faire varier les variables justement de test et qui du coup vont apporter plus de complexité dans l'analyse des résultats.
Et donc par tradition et par C'est fou parce que ça apporterait justement plus de précision pour l'application l'usage de, je sais pas, d'un médicament ou de quelque chose dans le médical pour les femmes en tout cas, puisque forcément notre cycle joue sur l'efficacité d'un traitement ou pas, non? Ouais. Et alors ça, c'est des choses qui sont étudiées plutôt en seconde, troisième intention en fait. Par exemple, moi j'ai lu des études sur le Doliprane qui étudient l'absorption et l'efficacité du Doliprane selon le moment du cycle. Et en fait, c'est des choses qui sont étudiées après, parce que on considère que dans un premier temps, il faut trouver un petit peu la base en fait qui concerne ce médicament pas ou cette pathologie. Et donc on l'étudie plutôt sur des critères fixes. Et a priori, c'est pour ça qu'on choisit le mâle. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement une première source d'injustice, parce que du coup, les sujets et les médicaments et les pathologies qui passent les rounds suivants, ils sont toujours screenés à l'aune de la biologie mâle, quoi, finalement. Donc ça, c'était un premier truc que j'ai découvert en fait en commençant à travailler sur MedFem Collective, qui m'a un peu révoltée. Et en même temps, il y a des raisons pour qui sont concrètes et qui permettent aussi d'économiser beaucoup sur les budgets des études, de comprendre plein de choses de manière beaucoup plus claire, d'avoir moins de place à l'aléa, ce qui est aussi important quand tu es dans de l'analyse scientifique. Mais c'est vrai que du coup, tu te rends compte aussi ensuite que ça a des conséquences, parce que du coup, toutes les molécules qui passent le test premier, c'est des molécules qui sont prioritairement validées pour les hommes. Et donc après, on va faire des tests, on va vérifier la safety, on va faire... Évidemment, il y a plein de choses qui... Mais ça veut dire que probablement, on loupe des choses peut-être avec ce premier filtre qui pourrait être bénéfique à des biologies femelles ou des corps dits féminins. Ok, très clair. Et du coup, comment ça se construit d'abord MedFem? Parce que moi, c'est d'abord comme ça que j'ai entendu parler de Vulvae, notamment avec votre grand questionnaire sur pardon, le mal à la vulve qui a été fait avec Baobo, qui est quasiment, je crois, c'est mon deuxième entretien de podcast sur Talk Podcast avec Betsabe Krivochet, le baume pour la vulve, alors qui est finalement beaucoup plus mixte que ça. Et du coup, voilà, j'ai vu comment le développement du carnet aussi, mots de vulve, et maintenant qui a été les prémices finalement de cette application, j'imagine. Qu'on va expliquer, bien sûr, qu'on n'a toujours pas expliqué. Ouais, c'est ça. Donc MedFem, ça s'est constitué un petit peu... en fait, on s'est lancé, on a essayé de voir qu'est-ce qui prenait, qui venait nous voir, qui venait nous parler, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, on a commencé un peu en tâtonnant, en parlant à des premiers partenaires qui nous ont aidés à rédiger des premiers contenus, en contactant des gens, en parlant de sujets aussi qu'on nous réclamait, parce qu'en fait, finalement, assez rapidement, on a eu des personnes qui nous ont écrit et qui nous ont dit tel sujet, personne n'en parle, est-ce que vous allez en parler? Et donc, du coup, on prenait les sujets, on regardait ce qu'on pouvait faire dessus, et puis on essaie d'en parler. Et puis typiquement on a commencé à s'intéresser à la vulve assez rapidement, parce que c'est des sujets qui sont revenus spontanément par des personnes. En fait, on a eu à un moment 3, 4, 5 personnes qui nous ont écrit moi j'ai des douleurs à la vulve, je sais pas ce que c'est, personne sait me dire ce que c'est, est-ce que tu as des infos? Alors évidemment moi je fais pas de diagnostic ni rien, donc mais je transmettais des articles, je transmettais des associations que je trouvais en ligne qui parlaient de ça, et du coup ça permettait d'aider. Et puis donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai vide, quoi. Donc on a commencé à travailler là-dessus avec mon copain qui est aussi mon partenaire de création de MedFem Collective et de Vulvae. Et dans le process, on a commencé à discuter avec Baobo, vu qu'on avait un sujet en commun qui était la vulve, et on a mis en place ce questionnaire, donc sur lequel on a eu pratiquement 2000 réponses, avec donc 2000 personnes qui nous ont dit qu'à 99%, elles avaient toutes déjà ressenti au moins une fois dans leur vie des gènes ou des douleurs au niveau de la vulve.
Donc bon bah ça confirme un petit peu l'étendue. Alors même si le questionnaire dans la méthodologie il est pas représentatif, on n'a pas fait un panel de tous les âges, de toutes les régions, de tout, bon voilà. Mais quand même c'est assez évocateur que sur 2000 personnes, t'as quasiment toutes qui te dit avoir cette douleur. Puis après, il y a aussi des choses qui ressortent très fortement, c'est que notamment la pénétration, c'est la pratique sexuelle numéro 1 qui cause des douleurs. Et c'est fou parce que c'est ça qui structure notre vie sexuelle. Donc en fait, on se dit bon bah si on éliminait ça ou en tout cas si on le rendait moins présent, qu'est-ce que ça changerait dans la vie des gens. Donc bon voilà, on a appris plein de choses avec ce questionnaire. Et est-ce que juste pour rester deux secondes sur le questionnaire, parce que là j'ai plus les résultats en tête, je sens que j'avais regardé, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que suite à voilà des douleurs, les personnes, est-ce que vous savez si elles sont allées consulter, elles se sont renseignées? Qu'est-ce qu'elles ont fait de ce constat de bah là aujourd'hui j'ai mal, ou ça fait plusieurs semaines, ou ça fait ou 3 fois l'année, enfin j'ai n'importe quoi, mais je veux dire si ça arrivait déjà plusieurs fois et peut-être qu'elles se sont inquiétées, en tout cas suffisamment pour s'en rappeler et le dire dans un questionnaire comme ça et avoir envie de répondre et de s'intéresser à ce que Medfem Collectif fait. Voilà, est-ce qu'il y a une suite ou c'est juste je sais pas quoi faire parce qu'en fait je trouve pas d'infos, ou alors j'en ai parlé, personne m'écoute? En fait, il y a différentes trajectoires. Dans les personnes qui ont répondu, il y a vraiment différentes typologies. Et ça, c'est aussi les typologies de personnes que j'ai rencontrées après en travaillant sur Vulvae. Il y a des personnes qui ont des douleurs depuis très longtemps et qui ne font rien parce qu'elles ont honte, parce qu'elles pensent qu'elles en sont responsables. Ça, c'est quand même un gros échantillon parce que, alors, il y a aussi l'échantillon de personnes qui ne se reconnaissent pas comme ayant un problème. Alors, c'est un très, très gros échantillon et c'est peut-être le premier à aborder finalement. C'est, j'ai des douleurs, mais en fait, je sais pas que c'est un problème. C'est normal. De toute façon, c'est ma faute ou c'est normal. Du coup, j'en parle pas et je fais comme si ça n'existait pas. Ça, c'est quand même un gros échantillon, mais ça, c'est des gens, je dirais, qui ont pas forcément répondu au questionnaire parce qu'elles se sont probablement pas reconnues dedans. Ou alors voilà. Après il y a les personnes qui ont ces douleurs, qui reconnaissent que c'est pas normal, qui ont bien une idée quand même que c'est pas tout à fait quelque chose qu'elles devraient avoir, mais qui savent pas comment en parler, qui savent pas qui aller voir et qui ont honte. Il y a beaucoup de honte autour de la vulve, évidemment, c'est hyper tabou quoi. La honte de quoi? De dire à son médecin j'ai mal là en bas parce qu'on n'ose même pas nommer sa vulve, ou je sais pas si j'ai mal aux lèvres ou au vagin ou au clitoris, à l'intérieur, à l'extérieur, on sait pas. Ouais, ben c'est un lieu de tabou. La vulve, on doit pas la regarder, on doit pas la voir, on doit pas s'en réjouir de sa vulve, on doit pas la posséder. C'est pas nous en tant que femmes qui devons la posséder. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est beaucoup ça. Et du coup, en fait, en quelque sorte, on ne l'investit pas psychologiquement et donc du coup, on ne s'en occupe pas. Et quand il y a un problème, ben on est assez peu capable de savoir nommer ce qui se passe. Il faut savoir qu'il y a la moitié de la population qui sait pas forcément ce que veut dire et ce que désigne le mot vulve en plus. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est un endroit hyper difficile à s'emparer. Et puis il y a la honte d'avoir une sexualité qu'on dira dysfonctionnelle entre guillemets, alors que t'es dans un paysage médiatique où tout le monde te dit baisse plus, kiffe plus, fais plus d'orgasmes, squirt, machin. Et donc il y a des injonctions comme ça autour de toi partout, parce que c'est vraiment partout, à jouir, à kiffer, à avoir une sexualité complètement libre, machin. Et t'as ces nanas là qui y arrivent pas et qui pensent que c'est de leur faute parce que en fait elles ont pas compris un truc ou qu'elles font pas assez d'efforts et du coup elles ont honte de ce que ça pourrait dire d'elles aussi en tant que potentiel partenaire sexuel. Enfin il y a plein de choses qui s'imbriquent, c'est vraiment une honte multifactorielle, je dirais, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a plein de choses médicales, sociales, sexuelles, tout imbriqué quoi, plus ou moins selon les personnes. Ouais. Et après, voilà, selon les personnes, il y a des facteurs qui jouent. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a un facteur religieux qui joue énormément. Oui, j'allais te demander justement. Et ça, c'était quelque chose où, moi, n'étant pas pratiquante, j'ai été éduquée dans la religion catholique, mais je m'étais jamais mesuré l'impact que la foi pouvait avoir là-dessus aussi. Et c'est des choses que j'ai entendues beaucoup dans des témoignages. L'importance de la virginité, l'importance d'arriver jusqu'au mariage, ça crée aussi quelque chose qui fait que même si on a ces douleurs qui apparaissent, en fait on n'en parle pas parce que tout de suite cette zone est associée à la sexualité et donc on se dit
non, je peux pas en parler parce que je suis pas active sexuellement et qu'en fait, si jamais je parle de ça, je vais lever un doute ou au contraire, même moi, j'ai du coup un doute sur ce que ça veut dire. Il y a plein de choses qui s'imbriquent aussi par rapport à l'environnement religieux. Il y a aussi le fait que si je dis que j'ai mal, ça veut potentiellement dire que j'ai déjà eu des relations sexuelles avec pénétration. Ou même juste que j'y pense. Ou voilà, d'accord. il peut y avoir ce genre de choses. Après, voilà, c'est pas le plus gros sujet, mais c'est un sujet qui nous a étonné de découvrir et qui était particulièrement intéressant pour moi parce que c'est vraiment une perspective que j'avais pas. Et je suis toujours aussi curieuse c'est aussi pour ça que je fais ça, de me mettre dans la peau des gens qui vivent des expériences complètement différentes et de comprendre et d'intégrer ces histoires aussi. Ok. Et donc du coup, ce sujet de la vulve et des douleurs vulvaires vraiment est clair. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Voilà, donc on a ça. On travaillait aussi en parallèle sur le sujet du suivi de santé et du suivi de son corps comme outil thérapeutique maîtrisé par la patiente. Parce que dans Medfemme Collective aussi, ce qu'on voulait, c'était redonner des clés aux patientes et aux patients, aux personnes qui ont des corps dits féminins, des outils pour se réapproprier vraiment sa santé et la maîtrise de sa santé. Et du coup, le suivi. Donc suivre au quotidien ce qu'on fait, ce qu'on déploie, ce qu'on mange, comment on dort, tout ça. Eh ben c'est un outil hyper puissant pour apprendre à se connaître et du coup après ajuster ses pratiques au quotidien et déjà maîtriser une grosse part de son bien-être. Donc on s'intéressait à ça déjà thérapeutiquement, je dirais en général, pour tout, hein, pour le sommeil, pour les règles, et du coup on a décidé de l'appliquer à la santé vulvaire parce que on s'est rendu compte que sur la santé vulvaire, en plus, il y avait absolument pas de connaissances dessus. Alors absolument pas. Il y a quand même des spécialistes, il y a des gens qui savent des choses, mais c'est très peu étudié et il y a très peu de choses qui sont sûres et certaines sur le sujet parce qu'en fait il n'y a pas eu d'études. Et donc on s'est dit du coup en fait les études elles vont se faire aussi grâce à ce suivi. Elles vont se faire grâce aux femmes qui apprennent à connaître leur corps et qui sont après capables de témoigner de ce qui se passe pour elles, de comment ça se passe et tout. Et du coup de pouvoir aussi elles trouver leurs solutions, trouver leurs remèdes parce que c'est déjà quelque chose qu'elles font. Il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de douleurs, beaucoup de personnes qui ont énormément de douleurs à la vulve et qui vont se mettre à faire ce suivi, essayer de comprendre dans quelle situation ça va mieux, ajuster leurs pratiques, ajuster leur alimentation, ajuster leur hydratation, ajuster plein de trucs dans leur vie pour aller mieux. Et donc on se dit voilà, on va leur donner un support et ce support c'était Mots de vulve. Qui était le premier carnet qu'on a créé, qui est un carnet qui permet de suivre 7 critères, donc principalement des critères sur sa douleur, donc pour la quantifier et la qualifier de manière objective sur des échelles et avec des critères un petit peu précis en quelque sorte, qui soient unifiés, et de les mettre en lien avec 2 facteurs notamment qu'on avait mis nous dans le carnet, c'est le cycle et les relations sexuelles. Parce que souvent les douleurs vulvaires sont extrêmement liées aux relations sexuelles et elles peuvent être aussi, il y a beaucoup de personnes qui trouvent un lien avec leurs règles. Souvent, juste avant ou pendant le début des règles, ça peut par exemple augmenter la perception de la douleur. Donc on a mis ça en place et dedans on a mis un critère libre parce que ce qu'on voulait faire avec le carnet aussi, c'était tester, essayer de voir qu'est-ce que les personnes allaient spontanément vouloir traquer comme critère. Et alors là, on a découvert plein de trucs différents. Et un truc qu'on a vu beaucoup, c'est les personnes qui suivaient leur traitement. Et donc le carnet comme un outil d'observance de son traitement. C'était aussi assez intéressant. Le traitement, par exemple. Alors, il peut y avoir différentes choses qui soient mises en place. Souvent, dans les douleurs vulvaires, quand on parle de vulvodynie, de vaginisme, de vestibulite, ce genre de choses, c'est souvent une approche globale. Alors, on appelle ça une approche globale, multifactorielle. Donc, on va avoir du traitement médicamenteux, du traitement de thérapie physique et du traitement de thérapie psychologique. Ça, c'est un peu le traitement de base qui a été un peu testé par les études et qui est globalement recommandé sans qu'on ait bien validé les intérêts de chacun des volets. Mais donc c'est des traitements quand même liés déjà à un souci ou en tout cas une inquiétude, voire une vraie maladie de santé vulvaire. C'était pas forcément un traitement pour quelque chose de complètement différent, mais qui aurait peut-être pu avoir des conséquences sur... Alors, il y a un peu les deux, mais là, je parlais plutôt des personnes qui avaient été diagnostiquées, par exemple, ou qui avaient déjà eu des recommandations et qui, du coup, les suivaient dans leur
dans leur carnet. Il y a aussi eu les cas de personnes qui voulaient voir notamment s'ils arrêtaient leur pilule, comment ça influait. Est-ce que ça avait une influence? Donc il y a des gens qui au début du carnet arrêtaient leur pilule puis ils se faisaient le suivi. Il y a aussi des gens qui ont des pathologies annexes, donc des mycoses, des cystites à répétition par exemple, et qui suivaient l'utilisation de ce traitement en parallèle de leur voilà. Après il y a différents cas, mais ouais, celui dont je parlais c'était vraiment sur l'observance du traitement de soins de la douleur vulvaire. Et donc des gens avec qui on avait prescrit notamment des crèmes à la lidocaïne, des antidépresseurs. La lidocaïne c'est un anesthésiant. Ok. Globalement. Donc tu vas t'appliquer ça sur la vulve, ou alors des antidépresseurs tricycliques. C'est des antidépresseurs qui en fait ont été prouvés comme ayant une efficacité sur plein d'autres choses que juste la dépression, et qui notamment ont un gros impact sur les douleurs neuropathiques. Moi j'en ai pris quand j'étais un petit peu plus jeune parce que j'avais des gros problèmes de dos, de sciatique, des douleurs chroniques au niveau des lombaires et aussi des problèmes d'insomnie. Et le Laroxyl peut traiter l'anxiété, l'insomnie, les douleurs neuropathiques. Et donc du coup, dans le cas des douleurs vulvaires, par exemple, c'est intéressant. En tout cas, c'est ce qui se dit, parce que ça gère l'anxiété qui est générée par la douleur vulvaire, qui est souvent très présente. Quand tu as des douleurs comme ça aussi intenses, souvent, ça aide. Et la douleur neuropathique en elle-même, parce que ça agit sur la sensation de douleur. Ok. Donc ça va être les 2 traitements médicamenteux les plus souvent suivis. Puis après, c'est séance de kiné, rééducation périnéale, et puis séance avec un psy ou un sexologue. Et tu peux suivre ça dans le carnet aussi. Et ça peut être l'un des 3 praticiens ou les 3 ensemble? Oui, alors souvent les personnes choisissent quand même parce que sinon ça fait un truc hyper lourd. Mais il y a des personnes qui, par exemple, vont à la fois voir un kiné et un psy en même temps, ou un kiné et un sexologue, et qui font la démarche en parallèle. Ok, donc du coup, ouais, on voit sur ce petit carnet que on peut, donc au niveau des douleurs, ça va être j'ai mal juste, ou ça pique, ça gratte, ça brûle. Ouais. Ensuite, on suit l'activité sexuelle, les règles, et ensuite ces petits points pour ajouter ce qu'on veut suivre. Et au-dessus, on a l'intensité de 0 à 5, et une vulve qui est dessinée pour pouvoir localiser exactement, enfin, dessiner dessus pour dire exactement où est-ce qu'on a mal, ou en tout cas une zone plus ou moins précise. Ok. Et donc ça, l'idée, c'était déjà d'exprimer, oser exprimer où est-ce qu'on a mal, comment, et à quel point, et aussi potentiellement peut-être le montrer et oser en parler avec son médecin, c'est ça? Exactement. On voulait aussi essayer que ce soit un outil de médiation et de communication avec son médecin, parce que parfois, quand on arrive chez le médecin pour une consultation où déjà on n'est pas très à l'aise de parler, il va y avoir beaucoup de stress, et du coup, ça peut générer des difficultés à expliquer vraiment la raison pour laquelle on vient, et expliquer aussi clairement ce qu'on ressent. Donc, ça peut arriver très fréquemment. Ou gynécologue, parce que là, j'ai l'impression que j'imagine que beaucoup de personnes vont se dire j'ai mal à cet endroit-là, c'est forcément mon gynécologue. Alors, ça va dépendre. Souvent, oui, on se dit ça, j'ai mal à la vulve, je vais chez le gynéco. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parler de ces douleurs vulvaires à d'autres personnes. Bien sûr. On peut très bien en parler à son généraliste. Il y a de plus en plus de généralistes qui sont formés aussi un petit peu plus à la gynéco, et du coup, qui peuvent aider. La mission d'un généraliste aussi, c'est de renvoyer vers les bons spécialistes et d'aiguiller dans le parcours de soins. Donc, si jamais on a un généraliste avec qui on est à l'aise de discuter, c'est vachement important de privilégier d'aller le voir, lui ou elle, cette personne-là, parce que ça va permettre déjà d'entrer en confiance dans le truc. Et puis après, ce qu'on sait pas ou peu, c'est que les spécialistes des pathologies vulvaires, c'est aussi les dermatologues, parce que les dermatologues sont, oui, ça c'est moi aussi j'étais bluffée quand j'ai appris ça. Ok, parce que le médecin généraliste, clairement, j'approuve complet que dès qu'on en trouve un bon qui en plus peut avoir une spécialité gynécologie pour les consultations de base, et si en plus ils pratiquent au planning familial, j'avoue qu'ils sont très pédagogues, et moi quand j'ai trouvé la bonne personne, ça a tout changé, quoi. Ouais. Mais du coup les dermatos, non, je savais pas. Ouais, les dermatos, en fait, beaucoup de dermatologues sont aussi vénérologues et spécialistes des maladies vénériennes, et donc qui touchent les organes sexuels. Et du coup, grâce à cause de ça, ils sont spécialistes aussi des pathologies
de peau qui vont toucher la vulve. Et souvent, quand on parle de vulvodynie, eh bien c'est eux qui, enfin en tout cas, il y a beaucoup de dermatos qui sont aussi spécialistes pour détecter ces pathologies. Vulvodynie, je l'ai pas. Ouais. Je vais faire un petit dictionnaire dans la description de cet épisode. Ouais, bah je pourrais te contribuer tout ça. J'ai tout ça dans ma besace. Vulvodynie, c'est la douleur chronique de la vulve. Donc c'est une douleur répétée qui se prolonge par épisode sur 3 mois et qui n'a pas de cause apparente visible. C'est-à-dire que si tu regardes ta vulve, elle est comme d'hab, mais ça te fait mal. Et souvent, c'est des sensations plutôt de brûlure, de picotement ou de sensations de peau un peu à vif. Donc ça, c'est un peu la pathologie vulvaire qui est la plus difficile à diagnostiquer, qui est assez peu connue, mais qui va du coup pouvoir être diagnostiquée notamment par des dermatologues qui connaissent aussi ce genre de pathologie. Et c'est typiquement pour cette pathologie qu'on a créé Vulvae. C'est vraiment pour le suivi et l'accompagnement de la vulvodynie. En tout cas, de toutes les dynies. Dynie, c'est le suffixe en médical qui veut dire douleur chronique. Et après, donc, vulvodynie, vestibulodynie. Donc, douleur à la vulve, douleur au vestibule, clitoridynie, douleur au clitoris, etc. Je peux décliner si. Mais je pense que tu as compris le principe. Oui, bien sûr, très bien. Mais c'est juste que, là, ce mot-là en particulier, non, je l'avais pas entendu comme ça. Ouais, on le connaît très, très peu. Voilà. Du coup, on parlait des dermatos, mais je me souviens plus. Et donc, je sais que les dermatologues, justement, pouvaient être des spécialistes vers qui on pouvait être envoyé par le médecin généraliste, parce que je te demandais que le carnet, à l'origine, avant Vulvae, du coup, était aussi un outil de communication entre les deux, parce que c'est pas le plus gros problème, mais c'est voilà, oser parler de notre vulve, du fait qu'on a mal, si elle n'arrive pas à en parler, je sais pas, à notre partenaire, on peut ou nos partenaires, on peut au moins en parler à son médecin, mais même ça, c'est difficile, quoi. Ouais, c'est difficile. Et là, ce qui se passe, c'est plus de l'ordre psychologique. C'est il y a le syndrome de faire face à la blouse blanche. Je pense qu'on l'a tous un peu quand on va chez le médecin. Enfin, moi, je le vis même encore maintenant. Ça fait des années. Enfin, maintenant, ça fait des années que je travaille sur la santé. Mais même quand je vais voir mon médecin, des fois, j'ai un peu peur. Je sais pas comment. Bon. Et donc, ce sentiment de stress, souvent, quand on est atteint de douleur vulvaire, il est très présent lors de la première consultation, parce que on a un peu de honte, on a un peu de culpabilité, on a du stress de savoir si on va être ausculté ou pas, on a du stress de savoir si on va nous croire ou pas, bref. Et du coup, on peut vite perdre ses moyens. Et donc, au moment d'expliquer, on va dire oui, j'ai un peu mal tout le temps, je sais pas trop. La dernière fois que c'est arrivé, je sais pas trop. En fait, je me souviens plus bien. Et donc, en fait, c'était plutôt ça. Et en fait, on va un peu se mélanger. Et en fait, l'outil, on a voulu le penser comme aussi étant quelque chose qui soulage du poids d'avoir à se souvenir de tout. En fait, t'as mal, t'écris dessus, et quand t'arrives chez le médecin, tu montres, et c'est ton support pour t'exprimer. J'ai eu mal 10 fois dans ce mois-ci, et c'était très très vif parce que j'ai noté une intensité de 8 sur 10 à chaque fois, et c'était surtout des brûlures parce que j'ai coché. Et en fait, t'as pas besoin de te rappeler parce que tu l'as noté, et donc t'as pas besoin de l'expliquer vu que c'est aussi noté et que le praticien peut très bien le lire, s'emparer de la courbe, voir les occurrences, voir la douleur la plus ressentie et comprendre déjà un petit bout de pourquoi tu viens le voir. Et ça permet aussi de désamorcer ce moment où le médecin va te dire c'est dans ta tête. Quand tu as rempli 10 fois des douleurs à 8 sur 10, normalement, le médecin, si c'est un bon médecin, il est obligé de se dire, même s'il ne sait pas ce que c'est, bon, il y a quelque chose. Et du coup, ça va permettre normalement de tuer les deux principales problèmes de la consultation pour ces douleurs vulvaires. C'est dans votre tête, ou c'est rien, ou vous l'avez imaginé, vous l'avez créé, vous créez vous-même le problème. On ne dit pas tout à fait ça, mais... Après, moi, c'est vrai que le médecin qui me dit c'est dans votre tête, ciao, quoi. Mais ça, c'est par pas contre, tout le monde. Hein. Ouais, il peut quand même avoir cette possibilité pour certaines douleurs, notamment je pense au vaginisme. Alors dis-moi si je me trompe, hein, où c'est carrément lié à des traumatismes ou à quelque chose de psychologique, où là du coup le médecin sans aucun tact va dire c'est dans votre tête, où il pourrait très bien dire faire parler la personne et essayer de voir s'il doit la renvoyer vers un sexologue ou un psychologue ou Ouais. Alors, il faut savoir que dans les douleurs vulvaires, il peut y avoir des composantes psychologiques, mais la cause, il y a jamais rien qui a prouvé que la cause était psychologique. Aucune étude. Il y a des femmes qui développent du vaginisme qui n'ont pas forcément connu de traumatisme auparavant.
Okay. Donc en fait, cette notion du traumatisme psychologique forcément associé, elle est pas, en tout cas, elle a jamais été complètement vérifiée. Par contre, il est vrai que quand on développe des douleurs à la vulve, de toute façon, le fait d'avoir des douleurs à la vulve va entraîner quelque chose de psychologique chez la personne. Une remise en question, une perte de confiance en soi, une part de dépression qu'il faudra de toute façon traiter. Donc oui, il y a cette notion de psychologie qui va de toute façon devoir être traitée à un moment ou à un autre. Mais c'est pas nécessairement la cause. Et le problème, c'est que quand un médecin dit c'est dans votre tête, c'est pas la bonne explication. On peut pas dire c'est dans votre tête. Parce que, en fait, on se doit en tant que médecin, et c'est une des obligations déontologiques des médecins, d'expliquer les choses de manière à ce que le patient les comprenne. Donc c'est le devoir du médecin de se mettre aussi au niveau de la personne qu'il a en face de lui et de lui expliquer correctement les choses pour qu'elles soient comprises et interprétées positivement. Dans quel monde dire à quelqu'un c'est dans votre tête, on pense en tant que médecin que ça va être bien reçu. En fait, c'est un monde qui devrait pas exister pour moi, parce qu'en fait, c'est dans votre tête. Oui, on peut expliquer aux patientes quand le médecin il vous dit c'est dans votre tête, c'est pas tout à fait ça qu'il veut dire, c'est machin. Et en fait, c'est pas aux patients de faire cette démarche-là, parce que justement, c'est au médecin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, faut pas qu'ils le disent comme ça. Ouais. Et c'est ça qui, moi, c'est ça qui me révolte dans cette phrase, c'est que oui, je comprends ce qu'il y a derrière, et je comprends quand on me l'a dit, par exemple, parce qu'on me l'a dit, moi, pour mes douleurs de dos, c'est pas tout à fait la même zone, c'est pas aussi tabou, mais on me l'a dit plusieurs fois. Je comprends ce que ça veut dire, mais c'est pas à la charge du patient de le dire, et il faut changer ça. Et je pense que du coup, et ça passe encore moins sur un sujet aussi tabou où le patient ou la patiente ne va pas être aussi à l'aise, encore moins à l'aise avec le sujet que pour un mal de dos. Ouais. Et c'est ok, ça. d'accord. Ouais. Et du coup, vulvae, on y vient. Et du coup, voilà, on y vient. Pardon, tu vois, je t'avais dit, c'est super long. Hein. Moi, c'est moi aussi qui ai voulu avoir tout le déroulé, okay. L'historique, pas de souci. Et donc, on a sorti Vulvae. Très rapidement, sans vraiment faire trop de com, enfin en tout cas juste dans notre petit réseau Medfem, il y a plein de personnes qui s'y sont intéressées. On a eu des premières commandes, c'est allé très vite. Parce que Vulvae, quand tu dis première commande, parce que pour moi Vulvae, non, sur Modvulve, pardon. D'accord. Sur Modvulve, on a eu les premières commandes de carnet du coup. Le premier mois, on en a écoulé 200. Et très rapidement, là, on en a écoulé 700. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est d'un côté, il y avait des patientes qui les achetaient directement, et il y avait aussi des médecins qui étaient très intéressés par le carnet. Donc, on a engagé la conversation avec ces gens-là. On a demandé des feedbacks à des personnes qui avaient utilisé le carnet. Et en fait, le feedback qui revenait le plus, c'est bon, le carnet, c'est bien, mais c'est pas très flexible. Si je veux un peu changer, suivre d'autres trucs, machin, je peux rajouter des lignes, mais très vite, c'est tout petit. D'ailleurs, on a vu des carnets, c'était génial, les photos qu'on nous a envoyées, mais les gens avaient rajouté des micro-lignes en dessous, vraiment pour tout intégrer, ce qu'ils voulaient intégrer. Et puis d'un autre côté, les médecins nous ont dit ouais, le carnet c'est bien, mais on l'oublie et tout. Est-ce que le téléphone dans sa poche c'est pas plus facile? Les gens sont plus à l'aise, tout ça. Aujourd'hui, il y a les applications de suivi de règles. Et puis du coup, de l'autre côté, les patientes nous ont dit la même chose. Mon carnet, si je vais chez mon copain, que je l'oublie, si je vais chez ma famille, machin, je l'ai pas sur moi, je peux pas le remplir. Ça serait mieux que ce soit sur téléphone. Du coup, on s'est dit ça marche bien. Les gens trouvent ça sympa. Ça aide les gens. On a eu des retours de gens qui nous ont dit ça m'a fait prendre conscience de ça, ça m'a fait prendre conscience de ça. Après, j'ai pu aller chez le médecin et j'étais en confiance. Je suis arrivée chez le médecin, je lui ai sorti mes 2 carnets. Je lui ai dit vous allez m'écouter maintenant. Enfin, tu vois, il y a des gens, ça a changé leur posture, ça a changé leur posture par rapport à leur douleur et tout. Bon, il y a des gens pour qui ça a rien fait aussi, parce que ça peut pas marcher pour tout le monde. Ils avaient une preuve écrite, enfin un historique clair ils n'avaient pas besoin de réfléchir à comment le construire. Ouais. Ok. Voilà. Et donc face à ça, on s'est dit on va aller plus loin. Moi, j'avais pas envie de m'arrêter là. On va aller plus loin. On va construire cet outil et on va construire un truc qui a une ambition encore plus grosse que cet outil. Qui est certes, on va se faire cet outil au max avec les meilleures fonctionnalités possibles et tout, mais on va aller au-delà de ça et on va créer un truc qui va avoir vocation à vraiment révolutionner la santé sexuelle des gens qui ont mal à la vulve. Parce qu'en fait, il y a un moment, c'est 15% des femmes. 15% des femmes dans les études en tout cas. Et ça, c'est si tant est qu'on admet que tout le monde en parle. Donc ça se trouve, les résultats sont encore plus élevés ou pas, ou qu'il y a plein d'autres trucs dont on n'a pas encore parlé et qu'on va découvrir. Ça fait autant en proportion, c'est autant que l'endométriose. Et pourtant, on n'en parle pas du tout. Alors l'endométriose, c'est très récent, et c'est très bien qu'on en parle. Mais je me dis, il faut faire autant de bruit sur les douleurs vulvaires parce qu'en fait, c'est aussi gros. Et du coup, c'est ça qu'on va faire. On va faire du bruit. Alors on va faire cet outil, mais on va aussi faire du bruit. On va essayer de parler de ça, d'éveiller les consciences, de dire voilà, ça peut arriver. Et puis d'en parler à des mecs aussi, parce que moi j'ai mes meilleurs potes
il y en a un, on s'est retrouvé à discuter, il me fait mais en fait moi ma dernière relation elle a foiré à cause de ça et je me rends compte que c'était trop con parce que je connaissais pas non plus moi que ça pouvait arriver et du coup je pensais que c'était moi le problème. Et il y a des mecs aussi qui vivent ça avec leur partenaire et des nanas qui vont vivre ça avec leur partenaire mais voilà, quand un mec m'a dit ça, je me suis dit c'est aussi hyper important de se dire on va faire de la pédagogie pour tout le monde là-dessus quoi. Est-ce que sur l'impact psychologique et relationnel que ça peut avoir, est-ce qu'on peut le comparer à les problèmes d'érection chez les personnes à pénis? J'imagine que ça peut être comparable Ou les douleurs, dans la bien sûr, mesure. mais pour par exemple, les freins trop petits, les douleurs que ça Ouais. entraîne, etc. Est-ce que Alors je c'est suis pas experte du comparable? sujet, Non, mais dans le sens où, tu vois, mais genre le partenaire ou la partenaire va se dire: «Ah, c'est ma faute parce qu'on connaît pas bien», parce que pareil, c'est tabou, d'une autre manière, hein, mais est-ce que, voilà, je ça a un dirais qu'il y a impact quand dans même une voilà. différence. Alors ça, l'impact dans le couple est probablement similaire. En tout cas, ça détruit des couples. Ça, genre, mettons-le simplement, ça peut détruire des couples. Par contre, je dirais qu'il y a quand même une différence. Si on prend deux relations hétérosexuelles avec d'un côté une personne avec des douleurs vulvaires, de l'autre côté une personne avec des douleurs au pénis ou des problèmes d'érection, dans la relation, dans la façon dont on a été socialisé à vivre nos relations, ce qui va se jouer, c'est la performance d'un côté, et du coup, on va avoir des personnes, femmes, qui vont avoir tendance à rassurer leur conjoint et à pas forcément rompre parce qu'il y a ces douleurs. Ce que j'ai beaucoup plus entendu dans les relations où il y a des douleurs vulvaires, c'est que il y a des partenaires qui foutent la pression, au contraire de la rassurance, et qui menacent de rompre si la personne ne règle pas ses problèmes. Je dis pas que c'est tout le temps Ouais, le cas, ouais, je mais en dis pas que fait, c'est un truc à généraliser. maintenant que tu le dis, ça Euh, paraît assez évident, quoi. voilà, Ouais. mais il y a des tendances comme ça qui sont dues à la socialisation et à la façon dont on apprend à être en relation, qui du coup vont pas, en tout cas dans les relations hétérosexuelles, justifier enfin, c'est pas les mêmes facteurs psychologiques qui vont être en jeu tout à fait quoi. Ouais, désolée, c'est la partie vraiment sexo. Je vais y venir de cette deuxième partie du podcast, mais ça Ouais, m'intéresse clairement. Pour finir, du coup, quand même sur vraiment l'outil Vulvae, ouais. l'application, son lancement, où ça en est. Ouais. Je t'écoute. Et donc moi, avant, je travaillais à côté de toutes mes initiatives, et puis j'ai atteint la limite de ce que je pouvais faire sur mon temps libre sans me tuer à la tâche. Du coup, j'ai quitté mon travail et je suis officiellement à temps plein sur le développement du VAE depuis le 6 avril, donc ça fait uniquement un mois. On commence à développer la communauté, on continue à agréger des soutiens, et on a fini les maquettes de la première version de l'application en partenariat, en co-création avec des futures potentielles utilisatrices qui nous ont fait les premiers feedbacks, qui nous ont fait faire certains changements dans la façon d'utiliser. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'avec cette première version, on a eu un premier petit financement qui nous permet de développer une première petite partie de l'application, mais qui va pas du tout nous permettre d'aller au bout du projet, loin de là. Et donc la prochaine étape, c'est la préparation d'un crowdfunding qu'on va lancer normalement, si tout se passe bien, fin juin, pour pouvoir mettre en ligne l'outil définitif, la vraie première version qu'on veut créer, normalement fin août, début septembre, pour les personnes qui voudront participer à la bêta. Donc ça, c'est un peu la première étape. Et cet outil, il fait quoi ? Cet outil permet de suivre sa douleur, donc dans le temps. Donc chaque jour ou chaque semaine, quand on en a envie, on peut remplir sa douleur de la même manière que sur le carnet. Localisation, intensité, type de sensation. Est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça gratte ? Est-ce que ça pique ? Voilà. Et puis, on a aussi dans une version la possibilité d'ajouter plein de critères sur son mode de vie. Donc, si par exemple on a envie de voir si son alimentation a une influence, si le port de vêtements particuliers, si sa contraception, des choses comme ça a une influence, on peut le noter. Il y a aussi tout un volet sur la sexualité. Noter les pratiques, noter est-ce qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire pendant ce rapport sexuel ou pas, est-ce qu'on a eu un orgasme, est-ce qu'on a eu du plaisir, est-ce que la douleur elle est arrivée avant, pendant, après, est-ce qu'elle était plus grave après, tout un volet sexualité, et puis tout un volet
traitement, suivi de traitement, observance de tout ce qu'on va faire pour aller mieux. Et donc là, ça va être tous les rendez-vous médicaux, les sessions de kiné, de rééducation, les massages qu'on peut faire chez soi, la prise de médicaments, tout ça. Donc en fait, tout ça, on peut le traquer dans l'application et après l'analyser et voir l'influence des différents facteurs. Donc je vais avoir une courbe avec les différentes occurrences que j'ai eues de douleur et je vais pouvoir mettre en regard toutes les fois où j'étais chez le kiné. Et ça se trouve, je vais me rendre compte que, en fait, suite à mes séances de kiné, pendant les 2 jours suivants, à chaque fois, mes douleurs, elles baissent. Et je vais me dire, ok, cool, ça veut dire que le kiné, ça marche. Donc, je vais continuer. Par contre, quand j'utilise telle crème, je vois qu'après, les douleurs, elles changent pas trop. Bon, du coup, je vais peut-être arrêter d'utiliser cette crème parce que c'est un poids pour moi. Et je vais peut-être tester autre chose à la place. Et du coup, comme ça, les personnes vont pouvoir analyser, suivre et agir directement sur leur douleur vulvaire et sur ce qui pourra les aider à faire qu'elles se sentent mieux. Ouais, voir qu'est-ce qui cause quoi et qu'est-ce qui améliore quoi. Ouais, exactement. Trop bien. Et du coup, j'imagine que là, vous êtes accompagné entouré de médecins, de kinés, de sexologues. Comment vous, du coup, vous êtes 2, comment vous vous entourez dans la construction de tout ça? Parce que c'est quand même d'abord du médical. On a depuis le début des soutiens de médecins, donc qui nous aident un petit peu à évaluer la pertinence de ce qu'on fait, à utiliser les bons termes aussi, à bien construire l'aspect médical de l'objet. Donc on a notamment Micheline Moyal-Barocco, qui est une dermatologue, qui est spécialiste des pathologies vulvaires, qui est même une des plus grandes spécialistes en France, qui nous a beaucoup aidés. Et elle nous a aidés depuis le début. La première rencontre, c'était en juillet. C'est elle qui nous a conseillé sur le carnet et c'est elle qui continue à nous conseiller sur l'application. On a aussi des médecins généralistes et des sages-femmes qui gravitent autour de nous, notamment une sage-femme de Périnée Bien-Aimée de l'association, qui est aussi spécialisée sur le traitement des dyspareunies, des douleurs vulvaires. Puis Oui, après, j'imagine que dans l'application, on peut suivre s'il y a grossesse, s'il y a eu des grossesses, si on vient d'accoucher, ce genre de choses, ouais, ça, les c'est aussi un saignements, facteur. tout ça. Ouais, c'est ça. On a ça aussi. Et après, on a donc sexologue, kiné, qui nous accompagne aussi, une ostéo. Et puis après, on a voulu agréger aussi dans ce comité des patientes qui vivent avec la pathologie depuis longtemps. Donc on a 2 patientes influenceuses qui vivent avec leur douleur depuis très longtemps, qui nous aident aussi sur le côté plus connaissance elles-mêmes de leur corps, de comment elles vivent la pathologie. Puis après, on a des expertes qui sont plus des soutiens pour créer la structure de l'application. On a une spécialiste des données personnelles de santé, par exemple, qui nous accompagne, parce que c'est un des trucs les plus importants dans la création d'une application. Il faut qu'on soit sûr que ce soit safe et que la donnée reste toujours dans la main de l'utilisatrice. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel on peut pas, pour nous, on peut pas, il n'y a pas de compromis, quoi. Voilà. Et donc on a ces 12 expertes qui nous accompagnent et qui ponctuellement nous aident à finaliser telle ou telle question, tel ou tel sujet, et tout au fur et à mesure de la création, et qui vont continuer à nous accompagner jusqu'à temps que Vulvae existe, en espérant que on ait une longue vie. Trop bien. Mais je me demandais, partie purement business, c'est quand même un projet qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Donc là, besoin d'un crowdfunding. Peut-être, je sais pas si vous en avez envie, peut-être plus tard d'une levée de fonds ou d'un deuxième crowdfunding. Est-ce que c'est, bien sûr, c'est une application qui est nécessaire, d'intérêt général, mais vous, comment vous allez vivre? Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui va être tout le temps subventionné, que vous espérez rendre subventionné, alors après avec un côté dispositif médical par la sécurité sociale, j'en sais rien, qui est hyper complexe aussi, ou du coup ça va être un côté freemium premium comme certaines applications de suivi de règles, qui se comprend tout à fait, hein, parce que c'est aussi l'information, etc. Donc voilà, comment ça va fonctionner ensuite pour vous? Comment tu vois l'évolution? Le premier modèle évident qu'on va mettre en place, c'est celui que tu as dit au départ, c'est qu'on va avoir besoin de mettre en place un modèle freemium. Donc il y aura une version gratuite de l'application et une version payante. C'est la façon la plus simple et la plus éthique, je dirais, de se rémunérer, parce que la publicité, c'était hors de question. C'est surtout sur un sujet où en fait on n'a rien prouvé. On peut pas dire telle crème c'est génial, telle machin. Enfin voilà, c'était complètement voilà. Et puis faire des pubs qui ont absolument rien à voir avec le sujet, non. Donc freemium, ça c'est la première étape. Et puis après, en termes
de subventions, de modèles derrière. On va chercher plusieurs choses. On vise une levée de fonds. Ça, on aimerait bien d'ici 1 an avoir un premier seed qui nous permette de développer et d'aller encore plus loin. Et puis après, comme on disait, c'est un sujet de santé, et c'est un sujet aussi d'intérêt général. On va faire appel à des subventions. Le problème, c'est que pour avoir les subventions, il faut déjà qu'on ait un outil et qu'on ait déjà prouvé une forme d'utilité. Donc, on est obligé de lancer le premier et de commencer à avoir des personnes qui utilisent pour pouvoir justifier après d'avoir des subventions. En fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est qu'il faut d'abord faire un truc et investir énormément pour pouvoir après éventuellement avoir des gens qui investissent. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait là maintenant. Moi, j'ai investi tout mon temps, tout ce que je peux faire, toute mon énergie à créer ce truc, à en parler, à essayer d'avoir un maximum de soutien. Et après, en contrepartie, ces soutiens, ils vont pouvoir nous permettre derrière d'aller justifier d'avoir ces accompagnements supplémentaires en termes financiers pour aller encore plus loin et accomplir vraiment toute notre vision. Parce qu'on veut pas s'arrêter à un produit patient. On veut ensuite que ce soit un produit qui puisse être utile aux docteurs qui voudront s'informer et comprendre mieux les pathologies, mieux les diagnostiquer. On veut que ce soit un outil qui soit utile à la recherche. Parce qu'on techniquement, si ça marche bien et qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent, en fait, on va se retrouver avec une cohorte de patientes qui a des douleurs et qui va vouloir probablement tester tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir aller mieux. Donc, on va se retrouver avec ce pool de patientes qui va être important et qui peut aider à faire progresser la recherche très, très vite. C'est aussi peut-être après... parfois toute l'ambiguïté aussi, des patientes qui vont être OK pour que leurs données, du coup anonymisées, bien sûr, soient utilisées à la recherche, qu'elles participent peut-être à des tests et cetera et d'autres pas du tout. Donc enfin, on sait maintenant que les applications, sur les de tracking de règles, par exemple, c'est des super entreprises de données, en fait. Elles marchent là-dessus, elles marchent sur la data. Là, c'est aussi un peu le modèle vers lequel, vous pouvez aller, en fait. Ouais, en tout cas, c'est un truc qui nous semble important parce que quand on parle de femtech, on parle souvent de data gap entre ce qu'on sait de l'homme et ce qu'on sait de la femme. Et typiquement, notre outil, il va permettre de combler une partie du data gap sur les douleurs vulvaires. Et ce data gap, c'est forcément la data, le mot-clé, qu'on va devoir allouer à la recherche d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qu'on veut faire en fait, c'est agréger un max de données, toujours, alors je répète, sécurisé et de manière propriétaire pour la personne qui pourra la retirer à tout moment, mais qui doit accepter quand même que si on veut faire progresser le sujet ensemble, il va falloir la partager de manière anonyme à ces gens qui peuvent faire des études dessus. Et ça va être le cœur de ce qu'on veut accomplir. En tout cas, c'est la condition sine qua non de démarrage, parce qu'en fait, il y a tellement pas d'études, il y a tellement pas de connaissances sur le sujet qu'on est obligé d'y aller all-in là-dessus. Trop bien. OK, non, mais je comprends tout à fait, bien sûr. OK et du coup, je switch un peu là, cette fois, sur la partie, tu vois, Talk Podcast, ça interroge les entrepreneurs, entrepreneuses dans le milieu de la sexualité. Alors, j'ai élargi maintenant au sens large, hein, mais là, tu fais partie peut-être du premier volet de personnes que j'avais interrogées, vraiment qui créent des boîtes, des startups, peu importe comment on l'appelle, pour aider les gens avec leur sexualité. Alors Vulvae, c'est évidemment pas directement lié à la sexualité, mais en fait quand même un peu beaucoup, parce que ça pourrait être juste ma vulve et c'est pas tout le temps lié à la sexualité, mais on en a quand même déjà beaucoup parlé, parce que du coup il y a une partie tracking aussi, voilà, comme tu le disais, et les pratiques sexuelles peuvent jouer sur les douleurs vulvaires. Donc ma question c'est, elle est vraiment générale. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ou redire, ou ton point de vue en fait sur son expérience maintenant avec ces projets-là? C'est quoi le rapport, des personnes à vulve et leur sexualité? Déjà, leur vulve est forcément quelque chose de sexuel du coup? Alors, je me suis jamais posé la question comme ça. Du coup, je vais prendre 2 secondes, mais oui, j'ai l'impression que, en fait, c'est tabou parce que c'est associé à la sexualité, et c'est tabou parce que cette sexualité, elle doit être en quelque sorte protégée. Enfin, il faut pas qu'on y donne accès, en fait, l'accès. Et le rapport à la vulve, c'est de la cacher.
Donc du coup, on a toujours cette honte. Il y a beaucoup de honte intériorisée sur ça. Ça pue, c'est pas beau, c'est machin. Donc forcément, ça affecte la sexualité quand on a des douleurs et qu'en plus on a cette couche de honte qui se rajoute dessus. Bah la sexualité, elle en est que de encore plus impactée quoi. Mais Et négativement. quand on dit ça pue parce qu'on a peur du regard de l'autre en fait. Oui. Pas par rapport au sien. Enfin. Ah non, bah, oui, c'est ça. Mais c'est qu'on nous apprend que ça sent mauvais. Il y a tellement de blagues là-dessus que c'est un truc qu'on intériorise. Mais en fait, c'est faux parce que c'est pas un absolu. Il n'y a pas d'absolu. C'est comme c'est beau. Ça veut rien dire. C'est beau. Ça dépend de l'œil de qui regarde. Et c'est pareil. Les odeurs, les sens, ça dépend de qui regarde et de avec quel le background tu sens, tu regardes, tu écoutes. Et donc c'est du construit. Et comme on a cette couche-là, bah oui, on est un peu dépossédé de sa vulve en fait. C'est pour ça aussi que les gens et les personnes à vulve qui ont des douleurs n'en parlent pas. C'est parce qu'on nous a jamais appris à prendre possession de cet endroit-là et qu'il est surtout au service de l'autre finalement. On nous apprend pas son anatomie exacte, on nous apprend pas vraiment comment en prendre soin, on nous prévient pas trop sur ce qui va se passer à ce niveau-là pour les différentes étapes de notre vie. On nous apprend rien dessus. Quand On on dit savait au même service de pas. l'autre, est-ce qu'on peut clairement le dire, hein? Est-ce que c'est pas plutôt au service de l'homme, quoi, dans un Oui, alors bon, binaire, là, oui, ouais, clairement, c'est un truc à conquérir par l'homme. ouais. OK. Et on nous apprend pas à nous conquérir nous-mêmes. Et est-ce que, du coup, ça, tu le savais peut-être enfin, tout ça, toutes ces idées-là, tu le savais sûrement déjà avant de commencer Vulvae et Med Femme Collective, mais est-ce que ça a encore plus confirmé tout ce que tu pensais, cette honte, au contact, voilà, des personnes qui te suivent? Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont particulièrement choqué et que tu pourrais partager ou? Mais, alors, je vais prendre la première partie de la question. J'avais Pardon. conscience de ça, mais non, mais je parle parce que du coup, ça s'est enchaîné dans ma tête. J'avais conscience de ça, mais j'avais jamais étudié le sujet aussi en profondeur parce que voilà, j'avais jamais vraiment pensé organes, appropriation du corps de cette manière-là. Donc j'ai découvert quand même, j'ai conscientisé pas mal de choses que je savais plus ou moins, mais voilà. Et sur les témoignages, ce qui m'a choqué le plus, c'est des choses qu'on sait mais dont on se rend pas vraiment compte tant qu'on l'entend pas. C'est la violence associée à la sexualité lorsqu'il y a de la douleur. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand on parlait de les deux cas de couple hétérosexuel, un cas avec des douleurs vulvaires, un cas avec des douleurs au pénis. J'ai eu des témoignages. Ce qui m'a le plus choqué, c'est les témoignages de violence, de pression et de viol que subissent et dont elles ne s'extraient pas les personnes qui ont des douleurs vulvaires. Elles se disent que comme elles ont un dysfonctionnement, que c'est de leur faute et qu'elles peuvent pas le régler ou qu'elles savent pas comment le régler, bah, si elles veulent avoir un copain, bah, elles sont obligées de se laisser faire et de serrer les dents tant que ça passe. Et, voilà. Et moi, j'ai des personnes qui m'ont raconté des scènes de viol en appelant ça des rapport un peu douloureux. Et bah il y a des fois j'étais en larmes quoi. Il y a un poids émotionnel à traiter ce sujet parfois qui est extrêmement difficile. Bah déjà parce que ça me renvoie à une part d'histoire personnelle. Bon ça c'est un sujet, mais aussi parce que c'est terrible de voir que ces personnes elles ont un problème de santé. Ça c'est un problème de santé et que ça en vient à impacter et dont elles sont pas responsables, et ça en vient à impacter ce qu'elles vivent au quotidien et la violence qu'elles reçoivent au quotidien, sans qu'elles remettent ça en question. Pour elles, c'est normal. On leur a tellement dit c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal quand t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal la première fois, c'est normal d'avoir mal pendant le sexe, c'est normal d'avoir mal pendant que t'accouches, c'est normal. Enfin, pour une femme, c'est tout le temps normal d'avoir mal. C'est un truc qui est construit dans la mythologie de la femme. Et du coup, ben c'est normal de te faire violer, c'est normal d'avoir des rapports douloureux même quand t'as pas envie. Et ça, on en arrive là. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est vraiment le plus. D'ailleurs, tu vois, je m'emporte un peu, quoi. Je sens que je suis Il un y a peu de plus quoi il y a de quoi parce que être c'est. touché et être clairement en colère, enfin. Mm.
Ouais. Ça, c'était le plus dur, ouais. Ça, je pense que... Et c'est Et ça que j'ai envie malheureusement, de c'est changer. plus les premiers témoignages que tu vas avoir et j'imagine malheureusement que tu vas en avoir d'autres, quoi. Ah ouais, oui, bah ça Ouais, c'est continue. sûr. J'en ai régulièrement, alors pas régulièrement, mais j'en ai quelques-uns. Et c'est terrible parce qu'en plus, pour ces personnes qui ont des problèmes de santé liés à ces douleurs, cette violence, elle empire leurs problèmes. Et donc c'est un cercle vicieux. Et c'est terrible parce que ça va contre leur santé. Ça va contre leur santé mentale, évidemment, mais ça va aussi contre leur santé physique. Et ça, faut que ça change. Ça, c'est vraiment le truc qui est crucial. Et des fois, les médecins sont complices. Et alors là, ça, c'est le truc qui me révolte le plus. Ouais. C'est que là, les médecins te disent non, mais bon, ça passe, il faut mettre du lubrifiant. Oh, bah peut-être que votre copain, il est un peu trop bien membré. Mais qu'est-ce que tu règles comme problème en disant des trucs pareils? Aucun. Tu crées, tu te dis pire. Parce que tu dis, du coup, soit c'est elle qui a un problème, soit c'est son copain, mais il n'y a pas de truc Et puis à indirectement, régler, ça quoi. veut dire quoi? Tu es chanceuse parce que, il en a une grosse et donc du coup, tais-toi, sois contente, enfin Je sais disons-le pas. crûment, enfin je comprends pas le Je sais pas ce qu'il y a derrière, effectivement, mais voilà. Enfin, personnellement, je disais, j'ai une histoire personnelle par rapport à ça. En fait, moi, je me suis rendu compte en travaillant sur Vulvae, sur Mode Vulve et sur Medfem que plus jeune, j'avais fait du vaginisme. J'ai eu de la chance parce que, en fait, au fur et à mesure de ma vie sexuelle et mon émancipation personnelle, bah, j'ai réussi à gérer ça et à améliorer ça. Mais mes 3 premières consultations gynéco, la seule chose que le gynécologue a été capable de me dire, c'est: il en a une trop grosse. Bah merci, du coup ça règle pas le problème, faut que je change de copain, quoi. Utilisez plus de lubrifiant ou faites plus de préliminaires. Mais du coup, en fait, ça change rien. Et après il m'a dit bon bah c'est comme ça. Il y a des femmes qui ont mal. Vous aurez probablement mal toute votre vie. Il faut vous faire à ça. C'était un gynécologue, c'était un ou une gynécologue du coup? C'était un, mais ça change rien. Ouais, il y a les femmes Une, aussi qui sont pareilles, ouais, mais ça c'est pas un mmh facteur mh. Mmh. discriminant. Ouais, ouais, non, parfois je me dis, que je me suis toujours dit parfois bêtement qu'un gynécologue pouvait, comme c'était pas son propre corps, j'avais cette impression-là quand j'étais plus jeune, qu'il pouvait avoir plus de distance et pas forcément comparé à soi et à ses expériences et du coup, dès que j'ai pu, j'ai changé et je suis allée vers un gynécologue et alors, hasard ou pas, bon, c'est un médecin généraliste gynécologue, mais ouais, j'ai l'impression de beaucoup plus entendu que quand ça a Mm. été des femmes gynécologues. Alors c'est complètement, psychologique, mais En vrai, il y a de tout. Enfin, le genre du médecin ne et son change pas, sexe bien sûr, affecte bien pas. sûr. Ouais, il y Ouais, a ouais, des très 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 bons gynécologues de sexe masculin. Il y a des très très bons gynécologues de sexe féminin. Il y en a des très mauvais de tous les côtés. Moi, j'ai eu des témoignages aussi bien. Enfin, le genre est pas si déterminant que ça finalement. bien sûr. OK et est-ce que, tu as pu, c'était un témoignage aussi positif de voilà, que tu parlais tout à l'heure de gens qui ont déjà utilisé, le carnet et les personnes ont pu voir un changement, notamment peut-être sur leur sexualité, est-ce qu'ils ont changé, voilà, leur rapport à leur sexualité, qu'il y a pas que la pénétration dans la vie, on le dira jamais assez. Est-ce que ça Alors sur le carnet, comme on parlait pas trop de sexualité, il y avait le tic activité sexuelle, mais on n'allait pas dans le détail. On n'a pas forcément eu de choses vraiment liées directement à la sexualité. Par contre, il y a eu des choses du genre en fait, je pensais que j'avais tout le temps mal. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal tous les jours et que du coup, ça me permettait d'être beaucoup plus libre dans ce que je faisais, et notamment avec mon copain. Ça, c'était un peu la suite. Après, il y a des gens qui parlent régulièrement du fait que, en faisant un peu un suivi, puisque c'est un truc aussi que certaines personnes font spontanément, écrivant dans un journal intime, des choses comme ça, que il y avait des positions dans lesquelles elles étaient plus confortables, qui leur permettaient d'avoir un rapport sexuel plus long, tu as un exemple, que ou pas? notamment le fait de maîtriser la pénétration, donc en étant au-dessus par exemple, ça peut permettre à certaines personnes de se sentir mieux. Ça dépend des gens, hein, ça va être hyper variable, hein. De toute façon, c'est comme les préférences sexuelles Tu as et essayé, enfin voilà. bien sûr. Mais voilà, être au-dessus, prendre la main sur la pénétration, ça permet notamment de se sentir mieux. Il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de douleur quand elles se masturbent et donc qui se sont mis progressivement à se masturber de plus en plus régulièrement pour aussi toujours se rappeler que ça c'est intéressant aussi, toujours se rappeler que cette zone elle peut être associée à du bien-être parce que quand on a des douleurs comme ça, au bout d'un moment on commence à penser que c'est qu'à la douleur quoi et à avoir peur de la douleur en permanence
Et c'est bien aussi de réussir parfois à se réassocier cette zone à du plaisir. Pas forcément un orgasme, pas forcément un truc, mais un truc doux, un truc sympa, un truc pour soi. Ça peut être de Et la ça fait masturbation sans recherche d'orgasme, de la masturbation en mode juste bien-être, massage. détente, Mmh. ou même juste massage pour se reconnecter à la zone, sentir comment ça réagit. Ça, c'est des choses qui sont recommandées par les kinés, notamment les massages un peu tout seul ou avec son partenaire aussi, pour que son partenaire se rende compte aussi de comment réagit la zone au-delà d'un rapport sexuel, parce qu'un rapport sexuel, il y a quand même une idée différente. Et là, pour C'est vraiment là comprendre le où muscle. la confiance et la relation avec son partenaire est importante parce que bon, c'est clairement pas avec le type de partenaire qu'on a décrit tout à l'heure, qui Non. comprend pas qu'on peut faire ce genre de choses. Mais du coup, juste pour revenir, excuse-moi, je vais dans tous les sens, Ouais. mais ce type de relation de partenaire malsaine, qui comprend pas les douleurs vulvaires, heu, on fait comment? Enfin, qu'est-ce qu'on tu vois? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'imbriquent. C'est que même des mecs qu'on pourrait qualifier de bien, je sais pas ce que ça veut dire, mais même, comme on leur a jamais dit que ça pouvait arriver, que c'était un problème qui était un problème de santé, qui était pas dû à eux, que il y avait plein de choses qui eh ben, en fait, même des mecs potentiellement des mecs bien et bienveillants et tout, se confronter à cette situation, ils peuvent avoir des mauvaises réactions. Parce qu'on leur a jamais appris à réagir face à ça, parce que en fait, quand tu regardes le porno, même les films mainstream, hein, même si on parle pas de sexualité, il y a jamais personne qui a mal, il y a jamais personne qui va pas bien, il y a d'ailleurs il y a jamais de capote, bref. Donc on n'apprend pas à gérer les moments où ça foire. Et pourtant, il y en a un paquet. Et c'est même ça qui est bien, des fois. Parce que c'est comme ça que tu te connectes aussi à la personne. C'est gérer ces moments où, en fait, tu vas créer une intimité hyper différente que juste par le kiff. Et on n'apprend pas à ces mecs euh, à gérer ces situations-là, et ça va créer des situations où tu vas te retrouver avec une partenaire qui souffre et un partenaire qui souffre aussi parce qu'en fait il sait pas quoi faire, il est démuni, il est perdu. Donc il y a ce cas-là où je pense que là ça passe notamment par beaucoup d'éducation, par expliquer que voilà, ça existe, ça peut arriver, qu'il y a plein de façons de le gérer, que s'il y a douleur et que tu dois t'arrêter, c'est pas pour ça que c'est la fin du monde. Tu peux faire des câlins, tu peux t'occuper autrement, tu peux créer de l'intimité avec autre chose, tu peux voilà. Et puis après il y a des cons, mais je pense que c'est aussi ça, c'est des gens qu'il faut fuir. Si vraiment, quand tu essayes de créer la discussion, qu'il n'y a rien qui en ressort, c'est des gens qu'il faut fuir, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on ne nous apprend pas en tant que femme à s'extraire de ce genre de relation, au contraire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fait, mais Si, mais c'est voilà, au moins essayer d'engranger la conversation. Elle peut ouais, souvent être difficile, mais va falloir trouver une limite à ce qu'on peut accepter ou pas, de ouais, l'incompréhension de l'autre, quoi. mmh, ouais. Ouais. OK. Et accepter une limite dans ce qu'on accepte, ce qui face à notre corps, parce que il y a aussi des personnes qui passent des barrières qui devraient pas être franchies. Bien sûr. Et voilà. Et quand on a des douleurs vulvaires et qu'en plus on subit un viol ou des viols à répétition, en fait, il faut qu'on fasse comprendre aussi à ces personnes-là qui le vivent et les personnes qui le font vivre que c'est non acceptable et que c'est inconditionnel. Enfin, il n'y a pas de conditions dans lesquelles c'est acceptable. C'est pas parce que, enfin, voilà. Et des deux côtés, parce qu'il y a en fait la responsabilité, même si on n'aime pas le dire, elle est quand même des deux côtés. Enfin, alors, non, du coup, je vais reformuler. Il faudra probablement. Euh, il faut que les deux personnes soient conscientes que c'est pas acceptable. Et souvent, on a ce problème-là, c'est le mec agit et la femme ne se sort pas de la situation parce qu'on lui a jamais dit non plus que c'était pas Elle acceptable. se rend même pas Et compte tout de suite ou alors des voilà, années plus tard que ouais. voilà, OK, OK. Et ben écoute, merci beaucoup. Juste, avec je vais plaisir. finir sur une question un peu traditionnelle, pareil que je vais très mal poser comme d'habitude, sur une note peut-être j'espère un peu plus positive. Je pose souvent la question, c'est quoi, comment t'imagines la sexualité dans le futur? Les sexualités dans le futur même. Donc tu prends l'échelle de temps que tu veux, dans 5 ans, dans 10 ans, en incluant l'aide de Vulvae ou pas, à une échelle, tu vois, de projet, associatif, professionnel, ou juste, sociétal, comme tu veux. Est-ce qu'il y a des choses que Mmh. tu imagines que tu aimerais voir arriver?
En fait, spontanément, quand tu me poses cette question, je pense au fait que quand on répond à ce genre de questions, quand on essaye de se projeter dans un futur et d'avoir des souhaits pour plus tard, on remplace des injonctions par d'autres injonctions. C'est un peu ce qui s'est passé, je trouve, avec on a voulu libérer la sexualité et du coup on a remplacé la fermeture potentielle de la sexualité avec des injonctions à s'ouvrir. Ouais, Moi, je voudrais un futur, sans injonction. Je voudrais un futur où chacun est à l'aise de faire ce qu'il a envie de faire et à l'aise de refuser ce qu'il n'a pas envie de faire, et que on arrête de dire aux gens que il faut absolument tester ça, que si t'as pas testé ça dans ta vie, t'es fermé, et au contraire que si t'as fait tout ça, voilà, je voudrais juste que les gens arrivent à être à l'aise avec ce qu'ils ont envie d'être à l'aise et qui mettent de côté ce qu'ils n'ont pas envie d'essayer, et que sans pour autant juger les autres du coup. Et voilà, et que en fait finalement le nerf de la guerre de la sexualité, ce soit la communication, ouais. et que voilà, et qu'on soit libre de parler de tout, parce que en fait c'est ça c'est un peu ça la clé aussi dans le problème que j'essaye de traiter, c'est le fait de pas oser en parler. Et à partir du moment où on parle de tout, on est capable de tout régler, ou en tout cas d'amorcer le chemin pour aller vers un règlement de cette situation. Et du coup, voilà. Donc plus d'injonction et communication. C'est une super conclusion, merci beaucoup, et ça fait vraiment écho avec ce que je veux faire avec Talku, et que je me transforme vraiment, j'ai envie de me concentrer sur être un média, parce que ce que je dis tout le temps, je savais pas exactement ce que je voulais faire, entreprendre dans la sexualité, mais je savais que le problème que je voulais régler, c'était que le premier problème pour moi dans la sexualité, c'est juste d'en parler en fait. Quand ça va bien et quand ça va mal évidemment, mais même quand ça va bien, on a du mal. Donc ouais, c'est clair. donc voilà. C'est clair. Et écoute, merci beaucoup. Et puis on va suivre du coup le lancement, le crowdfunding. Pour l'instant, Vulvae, on te suit sur @hellovulvae sur Insta, c'est ça? C'est ça. Il y a aussi une newsletter s'il y a des personnes qui sont un peu plus intéressées, qui veulent commencer à recevoir des tips, des contacts, des trucs. Voilà, on partage pas mal d'informations. Et puis pour les personnes qui veulent accéder à la bêta aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, parce que c'est via ça que ça va passer. Et donc pour ça, on s'inscrit sur le site vulvae.io, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok, bon, et super. On va relayer ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paola. Très bonne journée. Toi aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.